Alors la cirrhose, c'est la pathologie ultime une fois qu'on a une maladie chronique du foie qui s'installe. Et la cirrhose peut être non compliquée ou compliquée. Dans les complications de la cirrhose, il y a l'hémorragie digestive, l'encéphalopathie, les infections, et puis il y a l'acite. Alors l'acite, c'est la présence de liquide dans la cavité péritonéale. Et on sait, nous, que c'est un tournant dans la maladie, puisque à partir du moment où les malades ont une acite réfractaire, c'est-à-dire nécessitant d'avoir des ponctions itératives, la survie à 3 ans est de 50% seulement. Donc l'idée, ce serait de regarder les patients qui n'ont pas encore une acite réfractaire, mais qui ont déjà une acite tendue, sans avoir besoin de ponction itérative, et de voir si on peut diminuer, ralentir l'apparition de l'acite réfractaire, et puis surtout augmenter la survie. Alors il y a eu plusieurs papiers suggérant que l'albumine, donnée par voie intraveineuse, pourrait avoir un effet. Et là, je vous rapporte les résultats d'une très belle étude italienne qui s'appelle l'étude Anser, qui a été publié dans le Lancet, et donc il s'agit d'un essai randomisé, multicentrique, malheureusement en ouvert, et on va y revenir juste après. Mais enfin, quand même un grand nombre de patients, 431 patients, avec une acite sous-diurétique, donc ne nécessitant pas de ponction, on est juste avant l'acite réfractaire. Et donc les malades avaient une administration d'albumine, 80 grammes la première semaine, donc des grosses doses, puis 40 grammes par semaine. Alors il faut bien savoir qu'évidemment, puisqu'ils avaient une administration d'albumine, ils revenaient en hôpital de jour, ils étaient vus par un médecin, ils avaient une perfusion, etc. Et comme c'est un essai en ouvert, l'autre partie des patients qui n'avaient pas d'albumine ne bénéficiaient pas d'une prise en charge aussi rapprochée. Donc finalement, on peut voir que dans chaque bras, on a 172 et 176 patients qui ont terminé l'étude. Et quand vous regardez un petit peu les caractéristiques de patients, il y avait beaucoup de patients qui avaient des acides de grade 2 ou de grade 3, donc des acides quand même relativement sévères, même si elles ne nécessitaient pas de ponction pour l'instant. Et puis, la majorité des patients étaient Child B, donc une cirrhose déjà avec quelques complications. Alors, on va regarder les résultats tout de suite. Et vous avez d'abord le critère de jugement principal qui était la survie globale, donc un critère qui est dur. Et vous pouvez voir en rouge le groupe traité par le traitement habituel plus l'albumine. Et puis en bleu, les traitements habituels seuls. Et c'est ouvert encore une fois. Et vous pouvez voir qu'il y a un gain de survie à 18 mois pour les malades qui ont été traités par perfusion d'albumine. Donc ça, c'est la première fois qu'on obtenait un résultat comme ça. On va pouvoir en discuter juste derrière. Mais pour terminer, vous pouvez voir aussi que le recours aux ponctions d'acide ou parasynthèse, c'est en haut à gauche, est bien inférieur chez les malades qui avaient reçu de l'albumine. Le passage à une acide réfractaire, donc nécessitant d'être ponctionné régulièrement, était beaucoup moins fréquent. Et puis quand on regarde, les malades faisaient aussi beaucoup moins d'autres complications de la cirrhose, comme des infections du liquide d'acide, comme d'autres infections, comme de l'encéphalopathie, comme l'insuffisance rénale, comme l'hyponatrémie. Et puis chez ces patients-là également, il y avait moins de réadmission à l'hôpital et une meilleure qualité de vie puisqu'elle avait été regardée. Et enfin, il y a une petite étude coefficacité qui montrait que cette stratégie, qui est quand même coûteuse, était efficace. Donc voilà les résultats de cette étude. Alors, bon, tu l'as dit, il y a le problème de l'ouvert et puis le biais évident des malades qui ont un recours aux soins réguliers contre ceux qui n'ont pas de recours aux soins réguliers. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on sait vraiment comment ça marche? Est-ce que les auteurs ont des pistes? Parce que je crois qu'il n'y a pas de détails sur la mortalité. Les malades sont aussi... Le taux de greffe ou le taux de malades type C est le même dans les deux groupes, alors qu'on attend de l'albumine que ça diminue ce type de complications. Oui, effectivement, tu l'as souligné, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette étude, encore une fois, qui est en ouvert. Et il n'est pas à exclure que finalement, juste la prise en charge rapprochée de ces patients qui, prennent conscience de leur maladie, il n'y a pas non plus de détails sur le fait, très, très important, sur le sevrage, sur le contrôle des autres facteurs de risque métabolique, donc ça, on n'a pas de détails, et qu'ils aient pris conscience de leur maladie et puis qu'ils soient beaucoup mieux soignés. Et donc, dès qu'ils commencent à perturber leur bilan hépatique, leur bilan rénal, ou alors qu'ils développent une complication, ils sont réadmis très, très vite, et puis, ou en tout cas que c'est anticipé. Donc, c'est clairement la première hypothèse, sachant que dans cette étude, on n'a pas, mais comme très souvent dans les études sur la cirrhose, on ne sait pas de quoi meurent les patients. Et l'argument pour l'absence de placebo ou de possibilité de placebo, enfin, tu vas parler d'études espagnoles, j'imagine. Oui, je vais parler tout de suite, effectivement, de l'étude espagnole, puisque les auteurs ont dit que c'était compliqué de faire un placebo, ils le disent eux-mêmes. Voilà. C'est jamais simple. Voilà, c'est jamais simple, effectivement, et c'est toujours assez casse-pied, mais c'est possible. Et puis, au moins, on sait que les malades sont perfusés pareil, etc. Donc, ils ont dit que c'était très difficile. Mais
juste la même année, effectivement, et à peu près le même mois, une étude espagnole, l'étude de Sola est parue dans J. Patol, donc c'est un moins beau journal, certes, mais c'est un essai multicentrique espagnol, randomisé cette fois contre placebo et très bien fait. Et donc là, il s'agit de patients qui sont différents quand même, parce que c'est des patients qui sont en attente de transplantation hépatique, donc ce n'est pas les patients cirrhotiques tout venant. Et ils n'ont pas été traités que par de l'albumine. D'abord, ils ont été traités par des beaucoup plus faibles doses d'albumine, 40 grammes toutes les 2 semaines, et avec la midodrine péros, qui est un vasoconstricteur. Voilà, pas très puissant, effectivement pas très puissant et qu'on donne par la bouche. Donc voilà, exactement, on peut l'utiliser comme placebo. Donc on va se concentrer sur le fait qu'ils ont reçu de l'albumine, une perfusion toutes les 2 semaines, donc 2 fois moins finalement, et puis sans la dose de charge. Et alors surtout, ils ont été suivis que 80 jours, tandis que les autres étaient suivis 18 mois. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes malades, on n'est vraiment pas sur les mêmes critères de jugement. 196 patients qui ont été randomisés, et puis 87 et 86 dans chaque groupe respectivement. Et là, le critère de jugement principal, c'était la survenue de complications. Et vous pouvez voir dans cette étude que finalement, la survenue de complications était exactement similaire dans les 2 groupes. Alors après, sur cette étude-là, c'est vrai que c'est des malades en attente de transplantation, eux-mêmes tous très 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 bien suivis quand même, puisqu'ils reviennent très souvent, et qu'on n'est qu'à 60 jours, donc on ne pouvait pas s'attendre vraiment à un bénéfice aussi important. Mais c'est clairement des études qui posent la question, et donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est le concept de prendre la maladie et avant que les complications ne surviennent et avant l'acide réfractaire, et je crois qu'il va falloir travailler dans ce domaine-là sur les années à venir. Ce ne sera peut-être pas l'albumine, ce sera peut-être autre chose, mais effectivement, ou l'albumine en combinaison avec autre chose, ou simplement une prise en charge très rapprochée des malades, ou simplement des appels téléphoniques. Mais en tout cas, il y a des choses qu'il va falloir faire de ce côté-là pour ne pas voir un malade arriver avec une acide réfractaire et dire « Ah ben voilà, maintenant, il a une acide réfractaire, on est bien embêté. » Voilà. Alors ensuite, je voudrais parler d'un autre sujet qui est extrêmement important chez les patients qui ont une cirrhose et qui va être de plus en plus important, et qui est le problème des infections multirésistantes. Donc il s'agit d'un papier qui est accepté dans Gastroentérologie, qui est une étude multicentrique qui s'appelle l'essai global, avec plusieurs pays dans le monde, vous allez le voir, et qui regardait en fait, qui fait un registre des infections chez les patients ayant une cirrhose. Et puis les auteurs regardaient pour tous les malades rentrés dans la base, quel était le germe qui infectait les patients, est-ce que c'était un germe multirésistant ou pas, et puis ensuite ils regardaient un petit peu le pronostic. Alors ici, vous avez une carte du monde que je vous ai mise. Vous voyez que toutes les zones grisées, c'est des zones qui n'ont pas participé à l'essai. Donc on n'aura pas de prévalence chez ces patients-là. Mais vous pouvez voir aussi que la prévalence est très différente des infections chez les patients cirrhotiques. Et vous avez 43% des patients, et ça c'est un chiffre qui est très 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 élevé, qui étaient infectés à germes multirésistants. Alors vous voyez en rouge, c'est plus de 70% des infections. Alors là, c'est l'Inde. Donc l'Inde, c'est absolument terrible. Les patients sont dans plus de 2 cas sur 3 infectés par des bactéries multirésistantes, voire panrésistantes, et on va en parler juste après, c'est un vrai sujet. Mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres régions, comme l'Amérique du Sud, qui sont particulièrement touchées, et puis certains pays d'Europe. Donc c'est vraiment un sujet. Alors quand on regarde un petit peu le type d'infection que faisaient ces malades, finalement, la moitié avait des infections communautaires, et puis l'autre moitié avait des infections qui étaient nosocomiales ou associées aux soins. Associées aux soins, c'est un petit peu une nouvelle catégorie d'infection pour des patients qui ne sont pas hospitalisés depuis plus de 48 heures, mais qui reviennent très souvent dans le système de santé, par exemple dans un hôpital de jour. Alors les sites des infections étaient classiques, infection du liquide d'acide, infection urinaire et puis infection pulmonaire. 35% de ces patients avaient des infections ABMR et 8% pan-résistants. Donc en fait, c'est-à-dire résistants à plus que 2 antibiotiques. Alors ensuite, quand on regardait les facteurs qui étaient associés à la probabilité d'avoir une infection à bactéries multirésistantes, je vous l'ai déjà montré, il y avait l'origine géographique avec notamment l'Inde, mais aussi les autres pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Le type d'infection, effectivement, la localisation, les cellulites par exemple, l'utilisation, et ça c'est logique, d'antibiotiques dans les 3 mois qui précédaient l'arrivée à l'hôpital, forcément, puisque c'est un gros pourvoyeur de germes multirésistants, et puis bien entendu le fait d'avoir une infection nosocomiale ou associée aux soins. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait 1300 patients dans cet observatoire, donc c'est des données qui sont extrêmement préoccupantes et qu'on connaît tous dans notre pratique clinique, puisqu'on a tous vu ces germes multirésistants arriver.
parce qu'on a fait aussi beaucoup de prophylaxie, par exemple par fluoroquinolone, qui ont augmenté la survie des patients, mais maintenant on se retrouve là. Et ça va être assez embêtant. Alors quand on regarde en plus maintenant l'efficacité des antibiotiques in vitro, pour les infections communautaires à gauche et nosocomiales ou associées à droite, vous voyez, on est content quand on a une efficacité de plus de 80%. Et vous pouvez regarder, eh bien, même pour les antibiotiques au plus large spectre, à savoir les carbapénèmes qui sont en bleu foncé, eh bien, on n'atteint pas toujours 80% pour les infections communautaires et pour les infections nosocomiales. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et quand vous regardez l'Asie, qui est à droite, sur les deux panels, vous voyez qu'on n'atteint jamais les 80%. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet pour nous tous, évidemment pour les patients asiatiques, quand nous, on reçoit des patients asiatiques, parce que forcément, eh bien, il y a un risque de contamination dans nos unités, c'est très important. Et puis la dernière chose, mais c'est presque évident, mais le pronostic est conditionné par le fait d'avoir une infection multirésistante ou pan-résistante. Et là, vous avez à gauche les chocs septiques et la mortalité hospitalière. Et vous voyez que les germes pan-résistants qui sont en marron foncé, eh bien, ont la mortalité la plus importante. Et bien entendu, c'était des facteurs qui étaient indépendamment associés à la survie. Donc cette étude, elle est majeure. Et quand même, les infections nosocomiales, il faut qu'on prenne tous conscience du fait que c'est un problème majeur de santé publique chez les patients qui ont une cirrhose. Alors, il va falloir adapter les stratégies antibiotiques. Une première chose, ce serait de se dire qu'on les adapte avec l'écologie locale, ou alors avec l'écologie du malade lui-même, quand on sait qu'il a déjà été infecté par certains germes. Mais ça ne va peut-être pas être si facile. Et puis, on ne va pas avoir beaucoup de nouveaux antibiotiques. En fait, l'ère des antibiotiques, c'était avant. La pénicilline, c'était il y a longtemps. Et puis, les années 80, mais maintenant, il n'y a pas un nouvel antibiotique tous les 2 ans. On la connaît un petit peu en France, l'écologie, la cartographie. Il y avait l'étude qu'avait coordonnée Arnaud Powell. Arnaud Powell, qui n'est pas encore publié, mais résiste. L'étude résiste. Ça ressemble un petit peu à ça ? Alors, l'étude résiste d'Arnaud Powell, effectivement, c'est une très très belle étude qui regarde un petit peu la cartographie des infections et qui regarde également aussi, si on applique les recommandations de l'EASL, eh bien, si on fait mieux que si on traite comme on traite les patients. Et la réponse est oui, à savoir qu'il faut suivre les recommandations. Donc oui, on a une idée de la cartographie en France. Mais je crois que ce qui est très important, c'est également la cartographie du patient lui-même, donc de regarder dans son historique et puis de développer des stratégies d'intelligence artificielle pour qu'on sache, quand un patient est admis n'importe où en France, voire en Europe ou dans le monde, à quel germe il a déjà été colonisé. Et puis peut-être la dernière chose, c'est comme on n'aura pas de nouveaux antibiotiques, il va falloir jouer sur autre chose. Et autre chose, c'est notamment le microbiote. Et donc le microbiote, c'est le régime, c'est l'activité sportive. Enfin, c'est extrêmement à la mode et puis on ne va pas débroussailler ce sujet ce soir. Mais probablement que les autres stratégies, ce sera le microbiote et puis ce sera effectivement les mesures de prévention. Bien se laver les mains au soluté hydroalcoolique, toujours. Et ça, c'est très, très, très important. On n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, une dernière étude sur le carcinome hépatocellulaire qui est une autre complication de la cirrhose, et je vais juste parler du carcinome hépatocellulaire en termes de dépistage. Donc on sait que le dépistage régulier est la meilleure arme contre le carcinome hépatocellulaire, en tout cas on le dit et on l'entend dire. Mais finalement, on n'avait pas beaucoup de preuves de ça, et là on a une très très belle étude, qui est l'étude de Charlotte Costantin, qui a été faite à partir de la cohorte CIRVIR. La cohorte CIRVIR, c'est une cohorte française qui a inclus 1800 patients qui avaient une cirrhose non compliquée, Child A, non décompensée, prouvée histologiquement et virale. Des infections virales B et des infections virales C. Et les patients ont été suivis pendant des années. Et on a regardé un petit peu, l'objectif principal, c'était l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Et puis alors, cette série a été publiée de multiples fois parce qu'il y a eu de multiples études ancillaires. Et là, c'est une très très belle étude ancillaire en regardant l'incidence et le stade du carcinome hépatocellulaire en fonction du rythme des échographies de surveillance. Il est recommandé de faire une échographie tous les 6 mois, mais finalement, on sait bien que l'adhésion aux recommandations n'est jamais parfaite. Et donc là, eh bien, les auteurs ont regardé les patients qui ont été inclus dans l'analyse. Il y en avait 1671. 225 avaient développé un carcinome hépatocellulaire et ils ont regardé un petit peu le rythme de ces échographies chez les patients. Alors, ils ont divisé les patients entre les patients qui ont eu des échographies dans un délai de moins de 7 mois, régulière, donc collant aux recommandations, et dans un délai supérieur à 7 mois. Et vous avez la survie globale à gauche sur cette diapositive, et vous pouvez voir que les malades qui ont eu un dépistage régulier selon les recommandations tous les 6 mois avaient une meilleure survie. On est à 72 mois, donc on est quand même assez loin par rapport à ceux qui avaient eu un dépistage un petit peu plus mou et espacé.
Et ça, c'est vraiment très important comme donnée. Et puis l'autre chose, c'était quand est-ce que le carcinome hépatocellulaire a été dépisté. Et on voit que les malades qui avaient des échographies régulières tous les 6 mois ou moins, eh bien, on dépistait le carcinome hépatocellulaire à un stade beaucoup moins avancé et beaucoup plus curatif que chez ceux qui étaient dépistés plus tard. Donc ça, je crois que c'est vraiment un message qu'on martèle régulièrement. Ce n'est pas la peine de faire des examens sophistiqués, mais une échographie tous les 6 mois, il faut la faire. Si c'est en ville, c'est bien et c'est en ville, mais la rythmicité est extrêmement importante parce qu'on va augmenter la survie et puis pour les malades qui ont un carcinome hépatocellulaire, leur permettre d'accéder à des traitements curatifs et c'est évidemment très très important. Oui, un énième beau travail de la cohorte CIEVIR qui avait été initié par Jean-Claude Trinchet. Absolument. Et des données très importantes.